no-code. Donc, autour de moi, j'ai des adhérents qui représentent bien les différents enjeux et l'idée, c'est de montrer un peu une réflexion transverse sur quels sont les leviers et en fait les enjeux stratégiques pour la transformation numérique, transformation digitale. On va utiliser les deux termes pour la conférence. Je vais présenter donc nos différents intervenants. Julien Brugeur, délégué général de Flexio. Je vais te laisser te présenter un peu plus en détail et merci d'être là. Oui, enchanté. Merci à tous. Donc, je m'appelle Julien Brugère, je suis le fondateur et directeur général de Flexio. Flexio, c'est un éditeur de logiciels. On a créé il y a déjà 8 ans maintenant une plateforme no-code à destination des professionnels et un peu plus particulièrement dans le domaine de l'industrie, du transport et également du BTP. Et donc, on accompagne ces clients sur la création de leurs applications métiers internes plutôt. Elle est vraiment spécialisée là-dessus, cette plateforme qu'on leur propose. Merci beaucoup. Guillaume Fénez, donc co-founder de We Are Cyber. Bonjour à tous. Alors moi, je suis directeur et fondateur de la société We Are Cyber. On est un cabinet de conseil en cybersécurité, pure player dans ce domaine-là. On travaille principalement avec des grands comptes et aujourd'hui beaucoup sur des problématiques de gouvernance parce qu'en fait, on travaille depuis très longtemps dans la cybersécurité et qu'aujourd'hui, on nous file plutôt ce genre de responsabilité. On a une présence au sein de Numéum, au sein de la commission. On intervient sur tout un tas de sujets et dans nos activités, on a surtout aussi beaucoup en rapport avec la formation, avec la sensibilisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un thème un peu central dans nos activités. On intervient beaucoup en fait dans l'écosystème de la formation, que ce soit initiale ou de la formation continue, de la sensibilisation et en particulier aussi dans des cycles de reconversion autour de la cybersécurité. Merci beaucoup. Benjamin Jean, donc CEO de Inno3. Bonjour, merci. Donc bonjour tout le monde, Benjamin Jean. Donc je suis le fondateur d'un cabinet qui s'appelle InnoCube, un petit cabinet qui est spécialisé sur tout ce qui est définition, mise en œuvre de stratégie d'ouverture, collaboration, avec des axes qui sont notamment gestion de la propriété intellectuelle, les aspects juridiques, les aspects plus usages, sociaux, STS, et compréhension logicielle. Et on intervient notamment dans l'accompagnement de projets low-code, no-code. Et je suis vice-président sur la commission open source de Numéum et intéressé à ce titre-là à ce sujet. Merci beaucoup. Thibaut Milan, Innovation Director du groupe Smile. Bonjour, merci. Donc effectivement, je suis Thibaut Milan, je suis directeur de l'innovation chez Smile. On est principalement un intégrateur de solutions open source. C'est l'activité, la plus grosse part de notre activité. Mais on a aussi toute une galaxie d'entreprises qui appartiennent au groupe. On va travailler sur l'accessibilité, sur le hosting, le développement d'applications mobiles, etc. Et donc, en fait, dans mon activité d'innovation, on a été amené à évidemment utiliser le low-code, no-code pour des développements principalement en interne. Et c'est pour ça qu'on va discuter aujourd'hui. On reviendra dessus. Merci. Et Jessica Venrep, donc de Au Carré. Merci, bonjour à tous. Donc moi c'est Jessica Venrep, cofondatrice d'Au Carré. Alors Au Carré, c'est une agence de développement, donc on vend des prestations au forfait ou en régie à nos clients. Et notre spécificité, c'est que nos développeurs sont des personnes en insertion. Donc ça va être des personnes qui ont un handicap, des personnes réfugiées par exemple, des personnes avec un temps professionnel un peu plus compliqué. Donc on les accompagne par un parcours en 3 étapes. Une première étape de sourcing, une deuxième étape de formation sur le no-code et ensuite un emploi dans notre agence. Merci beaucoup en tout cas de tous être présents. Thibaut, tu l'as mentionné, vous utilisez en interne un petit peu low-code, no-code. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton retour d'expérience? Comment le low-code, no-code est utilisé dans un groupe comme Smile? Voilà, donne-nous des exemples concrets. Oui, effectivement, des fois, ça peut paraître contre-intuitif de se dire une boîte de développeurs qui finalement utilise du low-code ou du no-code pour ses besoins internes. Mais on l'a vraiment utilisé sur le côté au début empowerment des équipes pour pouvoir développer des outils qui répondent aux besoins métiers. Et puis, on a eu surtout une grosse expérimentation lorsqu'il y a eu la pandémie. On avait des besoins de développer rapidement une application qui permette de faire du flex office et de faire du contact tracing. Et en fait, on a réussi à développer une application mobile qu'on a déployée sur l'ensemble des agences et des équipes en seulement 5 jours, avec un coût super maîtrisé parce que 5 jours avec une équipe de
1,5 ETP, finalement, on est plutôt dans une enveloppe globale de 5 000 €. Là où si on s'était amusé à faire un développement complet d'applications internes pour d'une application employée, finalement, on aurait sans doute eu des chiffrages qui auraient été beaucoup, beaucoup plus importants. Et ça nous a permis d'être aussi très réactifs, de pouvoir itérer rapidement sur les versions qu'on proposait et d'intégrer les feedbacks qu'on avait de la part des utilisateurs très rapidement. Par exemple, on a eu des fois des petits bugs dans l'application, mais finalement qui étaient corrigés et déployés en l'espace de 10 minutes. Et donc, la plupart de nos utilisateurs ne remarquaient même pas finalement les erreurs ou les bugs qui étaient remontés parce qu'ils étaient corrigés très rapidement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres usages, notamment par exemple dans le développement de l'offre, qui peuvent être en réflexion, par exemple, ou un peu moins? Oui, on a une réflexion autour de nos offres parce que c'est vrai que en tant qu'intégrateur de solutions open source, on travaille notamment avec des choses comme Odoo ou comme du Drupal, des CMS. Et donc, en fait, finalement, on s'est dit, est-ce que la conception de site à travers des plugins et du paramétrage ou la conception d'applications métiers à travers, encore une fois, des modules qu'on installe et qu'on paramètre pour le compte de nos clients, c'est pas quelque chose finalement qu'on pourrait considérer comme du low-code et qu'on n'avait pas forcément eu dans ce périmètre-là, qu'on n'identifiait pas en tout cas avec cette appellation-là, parce que sur certains projets, ça pouvait arriver de faire finalement très peu de code à façon et de rester dans des gros projets de paramétrage, de transformation, d'accompagnement de change, etc., mais pas de développement pur. Et donc, on se demande comment on peut un peu shifter notre proposition de valeur sur ce segment-là et peut-être consolider différentes pratiques qu'on aurait à travers nos offres pour avoir quelque chose d'un peu plus unifié. D'accord, merci beaucoup. Et donc toi, Guillaume, qui est dans un domaine assez particulier, celui de la cybersécurité, notamment un domaine particulièrement en tension, pour toi, quelle est la plus grande valeur ajoutée du low-code, no-code dans les entreprises que tu accompagnes dans cette direction? Alors, j'ai quand même 2 casquettes. Il y a une casquette sur la partie cybersécurité et après c'est vrai qu'aussi, j'interviens pas mal aujourd'hui sur de la transformation numérique auprès principalement de petites entreprises. Et alors pour parler de la partie cybersécurité c'est vrai qu'il y a une tension qui est extrêmement importante aujourd'hui sur les métiers de la cybersécurité. Enfin, c'est pas d'ailleurs aujourd'hui, en fait, ça fait un moment que ça dure. Et puis je reviens peut-être un peu aussi sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure là concernant, le comment? L'apprentissage et l'éducation de manière générale. C'est vrai que aujourd'hui, quelque chose dont on se rend compte, c'est que les technologies low-code et no-code, en fait, elles permettent notamment, par exemple, de donner, de rendre accessible un certain nombre de métiers qui, hier, en fait, étaient des métiers qui demandaient en fait à avoir des connaissances préalables techniques qui étaient peut-être une barrière en fait à l'entrée sur ce type de métier-là. Parce que par exemple, c'est vrai que si on regarde, alors je vais prendre un exemple qui vous parlera peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas sur les métiers comme généralement quand on rentre dans la cybersécurité, on peut par exemple rentrer sur un domaine qui est assez courant, qui est celui du SOC, des opérations cybersécurité. Et c'est vrai que, alors on pourrait en parler dans le cadre de la cybersécurité, mais en fait, en vérité, à peu près dans toutes les entreprises où il y a des processus en fait qui sont récurrents, sur lesquels on dispense du temps humain. En fait, c'est vrai que euh, hier, on avait besoin beaucoup en fait de savoir développer, de savoir rentrer dans le langage de manière assez profonde pour pouvoir en fait être efficient dans ce métier-là, pour pouvoir le faire ce métier-là, pour pouvoir l'opérer. Aujourd'hui, c'est vrai que typiquement automatiser du traitement d'événements cybersécurité, par exemple, c'est quelque chose qui peut se faire de manière relativement aisée au travers des technologies low-code et no-code qui viennent s'insérer assez naturellement aujourd'hui dans la plupart des solutions du marché, mais même de manière globale dans les frameworks. On est amené à utiliser des briques qui viennent, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément directement intégrées dans les solutions de cybersécurité qu'on a, mais qui viennent s'ajouter à ça. Et du coup, c'est vrai que on peut se concentrer sur d'autres compétences. Je pense qu'en fait, le gros aspect en fait, qui est hyper important au niveau de la transformation numérique et sur ces sujets-là, c'est qu'effectivement, on se concentre sur la valeur métier, sur le processus. Et c'est vrai que si on travaille avec une PME, il y a un réservoir souvent assez énorme en termes d'efficience au niveau des fonctions transverses de l'entreprise. Donc typiquement sur la comptabilité, sur l'administratif, etc. Et dans des domaines qui sont des domaines
plus pointues ou de plus de niche, c'est vrai qu'on retrouve la même chose. En fait, on a des processus, il faut les opérer. Et c'est vrai que là où avant on faisait beaucoup de travail d'intégration par de la configuration, et d'ailleurs on avait souvent du mal à s'en rendre compte, parce qu'on arrivait avec des progiciels et puis on voulait les déployer. Et en fait, on vendait souvent, il y avait le commercial qui était passé avant qui disait vous aviez un plat de spaghettis, maintenant on va vous mettre tout ça tout droit et puis ça va être super simple, on va vous foutre un progiciel au milieu et puis voilà, c'est parti. C'est vrai qu'on avait un gros travail de définition derrière il fallait faire du code custom, beaucoup. Il fallait faire beaucoup de configuration. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on peut venir en fait s'adapter au processus métier avec cette couche qui fait l'interface entre les deux. Et c'est vrai que c'est un des points qui est ressorti des nombreuses conférences ici, donc très important. Tu as parlé un petit peu aussi de valoriser et proposer à des nouveaux profils de s'intégrer dans ces métiers du numérique. Et toi, Jessica, donc tu es principalement là-dedans sur les sujets de profil en reconversion. Tu as mentionné un petit peu ça dans ta présentation. Est-ce qu'il y a quand même des prérequis pour pouvoir s'insérer dans ces métiers low-code, no-code? Oui. Alors effectivement, nous, nos profils, pour la plupart, n'ont jamais travaillé dans le numérique. Enfin, on a des personnes qui ont travaillé dans le numérique, mais dans d'autres métiers. On a des seniors qui ont appris dans le langage de programmation, mais qui ne se sont pas tenus à jour non plus. Donc, en tout cas, on reprend la base avec eux pendant ces 3 mois de formation. Et on constate, enfin en tout cas avec le panel de personnes qu'on a eu, on constate effectivement des points communs sur les personnes qui vont réussir cette formation. Et pour ça, aujourd'hui, pour ne pas mettre les personnes en situation d'échec, on va être très vigilant là-dessus. Donc ça va être déjà un certain niveau de logique. En fait, on va aller tester la logique des candidats, vérifier qu'ils comprennent aussi l'abstraction, donc avoir cette capacité d'abstraction qui est extrêmement importante. Et après, nous, nos cours sont donnés en français, donc on va demander aussi à ce qu'ils comprennent des consignes en français. Et il y a un autre élément qui est extrêmement important, qui est celui de la motivation. Alors, la motivation fait que on a une capacité d'apprentissage qui est décuplée, et le no-code, low-code, enfin surtout le no-code, a une courbe d'apprentissage qui est assez rapide. Et on voit donc pour des personnes qui sont motivées qu'elles arrivent à apprendre, intégrer et entrer dans l'apprentissage du no-code de manière assez efficace, parce que avec le no-code, elles ont des résultats très rapidement entre les mains de ce qu'elles construisent. Et donc, ça les met en confiance, ça leur donne envie de continuer à apprendre. Et ça, c'est on voit les effets très positifs sur ces personnes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est souvent la contrainte n'est pas. Il y a une contrainte technique, mais c'est surtout l'état d'esprit et la motivation qui fait la différence. Qui joue beaucoup, d'accord, très bien. Et parce que l'idée, donc, c'est vous les accompagner pendant une certaine période et ensuite elles intègrent le marché de l'emploi. Qui sont les entreprises qui sont les plus intéressées justement pour recruter ces nouveaux profils? Oui. Alors nous, on a une agence de développement en no-code, donc on va nous-mêmes recruter les personnes qui sortent de notre formation. Donc c'est une façon pour nous aussi de poursuivre l'accompagnement qu'on démarre avec elles pendant la formation, de leur permettre de rencontrer des clients, de se créer un réseau, de se constituer un premier portefeuille. On a aussi des personnes qui vont être embauchées directement après la formation dans les entreprises de notre réseau. Et donc, pour répondre à ta question, les entreprises avec lesquelles on travaille sur l'agence, donc j'ai parlé vraiment pour l'agence, on va avoir tout type d'entreprises, donc à la fois des très grosses entreprises, des structures du privé aussi. On travaille par exemple avec l'éducation nationale, avec la DINUM, qui vont être sensibles à toutes ces questions d'inclusion, de mixité, avec des politiques qui sont assez engagées de leur côté. On va travailler avec des grands groupes comme Vinci Construction, on va travailler avec des PME et aussi des entrepreneurs. Donc, on a vraiment tout type d'entreprises qui vont faire appel à nous sur du développement en no-code, avec ce point commun qu'elles ont envie d'acheter une prestation d'une entreprise qui partage leurs valeurs souvent. Très intéressant. Et donc, ça montre aussi que la maturité du marché est assez large sur les entreprises que ça adresse. Et justement, Julien, donc toi, tu proposes du no-code notamment au secteur industriel et au secteur de la logistique. Pourquoi, par exemple, le secteur industriel et le secteur de la logistique s'y prêtent particulièrement?
Alors, pour répondre à la question, on peut revenir aux besoins, parce qu'en Oui. fait, les entreprises, elles ne demandent pas à la base du no-code. Leur besoin, c'est de dire on a besoin de créer des applications qui sont totalement sur mesure, qui sont évolutives, parce que mon entreprise, elle va évoluer et j'ai envie que mes outils numériques, ils évoluent avec, et également qu'ils soient abordables financièrement. Et en fait, historiquement, pour répondre à des besoins de sur-mesure, on fait du développement sur mesure qui demande des compétences importantes, qui demande du temps. Et finalement, le no-code, c'est une très bonne réponse à ça, no-code, low-code. Donc ça, c'est un petit peu la base, on va dire. Et nous, on s'est assez naturellement tourné vers l'industrie, ou plutôt elle est même venue à nous au départ, on va dire, parce que dans l'entreprise, il y a toujours une question de ROI finalement. Je vais investir dans une solution, dans un système, il faut qu'il me rapporte, entre guillemets, plus que ce que j'investis à l'intérieur. Et donc, dans ces entreprises, on va retrouver tous des services supports qui jusque-là n'étaient pas équipés, étaient en demande justement de sur-mesure. Donc, on peut citer par exemple la qualité pour faire des audits, pour faire des contrôles, pour gérer des non-conformités. La production, évidemment, quand on est une industrie, on doit produire et plus on arrive à optimiser cette production, plus on est compétitif. Et c'est ça l'objectif des entreprises. On a également la maintenance pour gérer des interventions, suivre des équipements. Toutes ces choses-là, elles ont historiquement beaucoup été traitées par Excel, tout simplement. Ça fait quand même 40 ans que Excel existe et du coup que le no-code, entre guillemets, existe. Un peu plus récemment, il y a 20 ans, je crois, on a un outil comme WordPress qui a permis de créer, lui, des sites web. Et donc, il y a une dizaine d'années, des plateformes comme Flexio qui, cette fois, permettent de créer des vrais outils métiers pour ça, c'est-à-dire des interfaces web, des interfaces mobiles, du scan de code barre, QR code, amener toutes ces technologies un petit peu avancées qui avant étaient réservées uniquement aux développeurs, mais les amener à des gens qui ne sont pas informaticiens. Mais dans notre cas, c'est vraiment du no-code. On fait la différence entre le no-code et le low-code, parce que notre idée à nous, c'est vraiment dès le départ de former des gens qui ont le savoir-faire métier pour leur permettre de créer eux-mêmes les applications dont ils ont besoin et de les faire évoluer eux-mêmes. Et en ça, c'est assez différent du low-code, parce que même si on fait intervenir le métier, en low-code, on a quand même on a besoin d'avoir, comme tu le disais, des capacités un petit peu plus techniques quand même. Et pour revenir sur le marché, au-delà de l'industrie, le transport, etc., on a aussi un retour d'expérience sur des grands comptes et des entreprises de taille moyenne et intermédiaire. Les grands comptes, on a commencé initialement à travailler avec beaucoup de grands comptes, Michelin, EDF, Keolis, Transdev, avec Flexio. Et on s'est assez vite rendu compte que finalement, ils ne sont pas très agiles, de plus en plus, mais pas autant que des plus petites entreprises, c'est normal. Et donc, ils n'arrivent pas forcément à tirer tout l'intérêt finalement du no-code. Donc, on a ce premier point-là. Deuxième point, ils sont un petit peu moins ouverts à impliquer les équipes métiers. Quand je dis métier, c'est vraiment les doueurs, les gens qui font sur le terrain. Et donc, encore une fois, c'est un peu moins dans le sens du no-code. Donc, ce qu'on a constaté, nous, c'est que ces grands comptes, ils se tournaient plutôt vers du low-code, managé, on va dire, par leur IT et avec une gouvernance beaucoup plus forte, qui amène un petit peu moins d'agilité, mais qui les sécurise davantage. Et ensuite, les entreprises de taille intermédiaire, elles prennent tous les bénéfices du no-code pour le coup, parce qu'elles ont moins de ressources, moins de temps, elles veulent aller plus vite. Et là, on reviendra tout à l'heure sur, je pense, les avantages du no-code pour elles. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très intéressant de voir un peu en fonction de la typologie d'entreprise quels sont les plus grands avantages. Je voulais qu'on revienne sur un point et notamment, Guillaume, avoir ton éclairage là-dessus. On parle beaucoup aussi de quid de la pérennité en fait des applications. Toi, dans ton expérience, dis-nous un peu quels sont les défis. Ok, alors, défis ou je pense qu'en fait, force aujourd'hui sur ces sujets, ouais. d'accord. En fait, je dirais que c'est très lié à la façon dont évolue l'entreprise. En fait, moi, je rejoins totalement ton commentaire sur le fait qu'en fonction de la typologie de l'entreprise, de sa maturité, etc., en fait, elles sont plus ou moins ouvertes à ce type de pratique et en fait, ça s'insère très naturellement dans leur politique interne, en fait, en matière d'IT, etc. Et c'est vrai que je pense que, il y aurait plein d'aspects à aborder,
mais peut-être que déjà, en fait, si on regarde les sujets, notamment des écosystèmes avec l'intégration et la nécessité aussi dans un écosystème qui est de plus en plus compliqué au niveau de l'IT, avec des tonnes d'applications qui se développent, etc. C'est vrai que souvent, en fait, quand on apporte une solution sur étagère, bon, on a tout un tas de promesses, mais finalement, une fois qu'on l'a sur place et puis qu'on commence à l'utiliser, on se rend compte qu'il faut faire pas mal de customisation autour, etc., pour que ça réponde à nos besoins. Et puis en plus, le contexte de l'entreprise, il change, il évolue, son activité, elle évolue avec le contexte, et puis voilà. Et du coup, c'est vrai que très souvent, on se retrouve à finalement intégrer une équipe de dev qui est là pour maintenir un process métier qui avait été mis autour d'un logiciel sur lequel on a beaucoup investi. Donc c'est vrai que je pense que ça permet aussi, à mon sens, via cet abord-là, ça permet de pérenniser certains investissements qu'on peut avoir fait au sein de l'entreprise en termes justement de numérisation des process, parce que ça va plus vite, ça coûte moins cher. Enfin, en termes j'entends en termes de temps, en termes de charge, souvent en fait d'automatiser un processus via de la technologie low-code ou no-code, que de ressortir le développement, d'aller revoir comment c'était codé, etc. Après, je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais se pose aussi peut-être à l'inverse la question de la pérennité par rapport à on les a mises en place et est-ce qu'on va pour réussir à les faire durer. Là, je ne sais pas si on a vraiment suffisamment de recul encore aujourd'hui pour savoir si c'est réellement le cas. J'aurais tendance à dire que ça dépend beaucoup des solutions qu'on prend aussi à ce moment-là. Est-ce qu'elles sont bien intégrées? L'écosystème, mine de rien, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis plutôt quand même du domaine de la cybersécurité que réellement de la communauté no-code. Donc, du coup, par rapport à ça, j'ai quand même tendance à remarquer qu'il y a encore peut-être 2 ou 3 ans en arrière, c'était quand même plutôt des solutions qui étaient utilisées par le grand public pour l'automatisation quotidienne, des choses comme ça, et que finalement, l'entrée dans les entreprises. Alors après, oui, d'accord, on parle d'Excel, etc. Si on en revient à finalement le fait que c'en était, c'est dans les entreprises depuis très 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 longtemps. Mais c'est vrai que même si je regarde dans des grands groupes, souvent on a un écosystème, par exemple Office 365. Dedans, il y a tout un tas de technologies d'automatisation de process, etc. Souvent, ils restent un peu dans les cartons, pas vraiment utilisés, quoi. Donc, et Julien, peut-être toi aussi de ton expérience et notamment avec un des enjeux, il y a un turnover important dans les équipes. C'est important qu'il y ait une pérennité de la solution et puis une pérennité un peu du savoir sur tous ces sujets. Oui. Alors, sur la pérennité, il y a beaucoup de sujets parce que ça revient un petit peu aux questions que nous posent nos clients en tant qu'éditeurs de logiciels. Quelle sera la pérennité de ce qu'on est en train de mettre en place ensemble? Alors, il y a le domaine de la sécurité. Je pensais que tu allais en parler un petit peu aussi parce que forcément, une solution ne peut être pérenne dans une entreprise que si elle coche finalement toutes les cases. Ouais. Et une des premières cases, c'est toujours, même dans des plus petites boîtes, la sécurité. Est-ce qu'on est au niveau? Et en effet, il y a d'autres points. Celui du turnover, on en parlait un petit peu en introduction en préparant cet échange. C'est vrai que nous, on remarque depuis quelques mois beaucoup de turnover, depuis l'année dernière en gros, dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Et on s'est rendu compte, ils nous l'ont dit en fait tout simplement, que le no-code était un plus par rapport à ça. Parce que pour les personnes qui utilisent les applications créées en no-code, il n'y a pas besoin de formation parce qu'en fait, ces applications sont totalement sur mesure. Elles n'ont que les boutons nécessaires au métier et aux besoins. Donc, si je forme quelqu'un au métier, il saura utiliser l'application. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est les personnes qui vont créer les applications, c'est-à-dire les personnes qu'on a formées pour faire du no-code. Ces personnes-là, aujourd'hui, en ce qui concerne notre solution Flexio, on est capable de les former en 2 jours. C'est des formations qui sont prises en charge par les OPCO, parce qu'on est organisme de formation. Donc, c'est relativement simple, on va dire, de pallier à ce turnover qui peut être important. Et pour d'autres points sur la pérennité, pour qu'une application soit pérenne, une solution soit pérenne, il faut qu'elle soit évolutive. Ça, c'est natif avec le no-code, on en a déjà parlé, donc cette case-là, elle est cochée aussi. Il faut que ce ne soit pas limitatif. Parce que c'est évolutif, ok, mais là, j'entends parler d'IA depuis 1 an. J'ai envie peut-être de l'utiliser dans mon application. On y reviendra à la fin. Et là, il faudrait qu'elle y soit. Et donc, ça, c'est un travail à faire des éditeurs pour continuer à enrichir constamment cette boîte à outils, finalement, qu'on met à disposition de nos clients,
pour qu'elle ait tout ça à leur apporter. Merci beaucoup. Est-ce que Thibaut, toi, venant d'un grand groupe, tu veux nous faire un petit retour là-dessus? Oui, tout à fait. Je pense que en termes de pérennité, nous, le challenge qu'on a eu à faire face le plus, c'était lorsqu'on va choisir un éditeur de solutions no-code, on est aussi tributaire de sa politique commerciale, on est tributaire de son évolution, de son produit, etc. Et des fois, ça peut arriver que ça aille pas dans le sens de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on avait imaginé, de ce qu'on avait mis en place. Nous, on a eu effectivement sur, par exemple, un outil qu'on avait utilisé, qui fait pas partie des exposants aujourd'hui, donc ça va, mais qui a changé complètement sa grille tarifaire. Et en fait, du coup, on a eu un fois peut-être 10 en termes de coûts de run sur l'applicatif déployé, parce que du jour au lendemain, ils ont dit, bah, en fait, cette fonctionnalité-là de restreindre l'application à un certain nombre d'utilisateurs, ce qui est pour nous notre besoin de juste fournir ça à nos employés, bah, ça devient une fonctionnalité payante. Et donc, du coup, vous allez être chargé à hauteur de X euros par utilisateur qui ne serait pas développeur, mais qui serait juste utilisateur de l'application que vous avez déployée. Et donc, du coup, ça, il faut aussi à un moment avoir, je pense, un point de vigilance là-dessus lorsqu'on choisit des solutions et se dire, bah, il faut pouvoir pivoter, peut-être changer de fournisseur, ou peut-être c'est aussi là où on se pose des questions de est-ce qu'on choisit pas une solution open source qu'on peut hoster chez nous et avoir plus de contrôle sur nos données et sur nos process et sur combien ça nous coûte à la fin aussi. C'est vrai qu'il y a cette question de la réversibilité aussi des données qui est très importante. Maintenant, Benjamin, à toi et notamment avec ta casquette juridique, quels sont les points de vigilance à garder en tête pour la montée en compétence, en gros, de ces nouveaux profils dans tout type d'entreprise, comme on l'a vu? Ouais. Merci pour rebondir sur ce qui a été échangé jusqu'à maintenant. On a beaucoup parlé de création par une diversité d'acteurs qui n'étaient pas des personnes qui développaient jusqu'à maintenant. Donc, cette ouverture au champ de la création au sein des entreprises à plein de profils qui n'étaient pas des développeurs, et l'ouverture au développement des entreprises qui n'étaient pas dans le développement. Et moi, le premier point qui me semble intéressant à mettre sur la table, c'est de se dire, bah, finalement, toutes ces personnes-là, est-ce qu'ils sont des créateurs au sens de la loi? Est-ce que ce qu'ils créent, ils détiennent des droits dessus? Est-ce que c'est du logiciel ou pas? Et en fonction de ces réponses-là, est-ce que c'est dans leur mission, dans leur contrat de travail, de créer du logiciel ou de créer en fait pour l'entreprise? Et si c'est le cas, alors si ça n'a pas du tout été prévu, ça leur appartient en propre. Et si ça a été prévu, est-ce que ça a été suffisamment bien prévu pour que ce soit l'entreprise qui possède les droits sur ce qui a été créé par ces acteurs-là? Donc je pense que c'est déjà un premier point qui est intéressant à mettre sur la table. Le deuxième qui est lié, c'est de se dire, alors, de manière plus en termes d'opportunités plus positives, c'est de se dire, bah, finalement, si toutes ces personnes qui collaborent, qui créent, dans quelle mesure, alors qu'elles n'étaient pas du tout jusqu'à maintenant dans cette logique de collaboration, dans quelle mesure elles peuvent partager ce qu'elles ont fait avec d'autres qui vont eux-mêmes contribuer sur la base de ce que les premiers ont fait. Et en fait, pourquoi ces acteurs-là ne seraient pas eux-mêmes dans une logique un peu plus, alors je dis que j'étais vice-président de la commission open source NIMEM, dans une logique aussi de partage et de réutilisation de ce qui a été fait par les autres. Et en fait, je pense que c'est déjà des choses qui intuitivement se font, mais sans que ça soit aussi cadré. Donc on ne sait pas si on a vraiment le droit de le faire. On risque de se retrouver avec une opposition a posteriori de la personne qui nous avait partagé ce qu'elle avait fait. Et on ne sait pas si l'éditeur de la solution qu'on a utilisée pour développer en low-code, no-code nous permet effectivement de le faire, ou s'il n'est pas lui-même en train de créer sa plateforme pour exploiter les créations de l'ensemble des utilisateurs de son outil. Donc je pense que voilà, c'est un deuxième point que je pose sur la table. Je n'ai pas la réponse. J'ai quelques débuts de réponse, mais au moins partager ses préoccupations. Et le deuxième point que je trouve intéressant aussi à partager avec tout le monde, c'est d'un point de vue de l'entreprise, donc qui devient un acteur numérique, digital, un acteur numérique, dans quelle mesure il a conscience des responsabilités qui pèsent sur lui en tant que fabricant d'une solution numérique. Et je pense que, alors tout à l'heure on disait que c'était très facile de développer des solutions numériques avec du no-code, low-code, ce qui est vrai et c'est le but. Mais néanmoins, si jamais on distribue cette solution-là, aujourd'hui on parle beaucoup désolé, c'est pas très sympa tout ce que j'évoque, mais du Cyber Resilience Act, donc de la régulation européenne en matière de cybersécurité. Finalement, tout acteur qui distribue dans du matériel ou en tant que logiciel une solution numérique a un devoir, mais une responsabilité en termes de connaissance très fine de l'ensemble des composants de la solution qu'il distribue. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas du tout dans le monde de l'édition du logiciel, en fait, sans le savoir, vont devoir quand même prendre avec cet usage du low-code, no-code, qui est une bonne chose,
toutes les responsabilités qui vont avec, et c'est pas simplement un contrat avec leurs prestataires ou avec les éditeurs qui va leur permettre de ne pas être responsable. Donc là c'est vraiment un changement de posture, et pareil, je le mets sur la table, je le partage, je me dis que c'est intéressant de prendre acte que de plus en plus de personnes font du numérique, et que toute la réglementation, tout ce qu'on connaissait dans le champ du numérique auparavant va s'appliquer à ces acteurs-là, alors même qu'ils ne sont pas du tout prêts pour grande partie. Donc c'est une opportunité, hein, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec et qu'il faut les accompagner et peut-être créer de nouveaux modèles. Et c'est vrai que le low-code, no-code ouvre cette possibilité de mettre du numérique dans les mains des directions métiers, et c'est aussi un des sujets avec l'IA. Tous ces outils d'aide à la décision qui sont aujourd'hui presque accessibles à tous nécessitent peut-être un accompagnement pour être utilisés efficacement. Et on a donc beaucoup parlé d'IA aussi dans le cadre des 2 jours ici. Donc, je vais faire un dernier tour de table là-dessus. Donc, Jessica, par exemple, pour toi, quels sont les liens entre low-code et IA? Est-ce que c'est un allié? Est-ce qu'au contraire, c'est en concurrence? J'aimerais bien avoir ton regard là-dessus. Merci. Oui. Alors, je dirais que c'est une opportunité sur plusieurs aspects. Déjà, côté client, côté entreprise, le fait de parler IA leur parle plus facilement que quand on parle no-code. C'est-à-dire que l'IA ouvre des portes aussi. Ça s'explique parce que je pense que le no-code finalement reste quelque chose d'assez technique, là où l'IA, on parle avec l'IA, on utilise un langage courant. Donc ça enlève certaines barrières, surtout avec des personnes du métier. Enfin, en tout cas, nous, on est plutôt avec des personnes du métier. Et effectivement, l'IA permet d'ouvrir ces portes-là vers nos clients. Il y a un autre aspect de l'IA aussi qui est assez intéressant chez nous, et qui est l'utilisation de l'IA par nos bénéficiaires, puisque ce sont des personnes qui, pour certaines, ne parlent pas très bien français, ou en tout cas le français n'est pas leur langue maternelle, et on les forme à utiliser l'IA comme une aide, en tout cas pour pouvoir rédiger des mails de manière professionnelle, pour en tout cas utiliser l'IA comme un allié dans leur quotidien. Et je pense que de toute façon, en tant que futur professionnel de la profession, ou même, en étant dans le numérique, c'est important pour ces personnes-là de savoir expliquer ce qu'est l'IA, de ne pas en avoir peur et de savoir l'utiliser aussi. C'est extrêmement, c'est nécessaire, je pense, pour tous les acteurs de savoir en parler. Merci beaucoup. Est-ce que Thibaut, tu veux rebondir sur ce que vient de dire Jessica? Ouais, j'aimais beaucoup le côté où tu disais que effectivement ça ouvre des portes, et en fait c'est vrai que on le voit beaucoup. C'est plus facile d'utiliser l'IA pour expliquer qu'on va automatiser des processus, par exemple, que de dire on va faire du no-code, on va utiliser un ETL ou des process automation, parce qu'il y a ce côté plus accessible, plus magique presque pour les gens, alors que derrière tu peux très bien l'utiliser en combinaison, comme tu peux utiliser l'IA finalement comme plutôt que d'utiliser un outil no-code, low-code pour faire une application, tu vas dire en fait je bypass complètement cette étape-là et je vais utiliser directement l'IA pour m'écrire du code qui va être une application comme l'aurait développé une agence, un développeur, quelqu'un en interne chez moi, etc. Donc il y a un peu ce côté où tu simplifies l'accès finalement à la création d'outils informatiques pour les gens. Et un truc un peu connexe que je vois beaucoup, c'est que par contre, tu as des gens qui étaient déjà dans une logique d'utiliser des outils un peu no-code, low-code pour accélérer des process, même qui sont par exemple des développeurs, mais juste pour aller plus vite sur des petits trucs où ils n'ont pas forcément envie de coder complètement. Et ben en fait, des fois, de mettre un peu d'IA aussi pour essayer de s'accélérer encore plus le truc. Moi, j'ai déjà vu par exemple des protos où une partie de l'interface a été faite avec des outils low-code, no-code, et puis après la logique, en fait, c'était un prompt qui décrivait précisément le mini processus, le mini bout de processus métier. Et puis en fait, on avait juste plugué l'interface dessus, et derrière, on affichait la sortie directement de la réponse de l'IA. Et en fait, il y avait ce côté un peu finalement, tu n'as même pas dû utiliser un outil d'orchestration, un N8N ou une autre solution, tu vois, pour vraiment designer ton workflow, etc. Tu l'as juste expliqué à l'IA, avec beaucoup de détails, bien sûr, mais tu as pu directement bypasser aussi cette étape-là qui était
Pourtant, déjà très accessible parce que tu as un éditeur graphique, etc. Mais c'est encore plus, je trouve que c'est un accélérateur encore plus important. Merci beaucoup. Est-ce que toi, Benjamin, tu as la même vision du lien entre IA et low-code, no-code? Alors moi, le premier point, on avait rapidement discuté, c'est, Ouais. je pense que c'est pas le même impact carbone. Donc c'est intéressant de le remettre juste sur la table aussi, parce qu'on peut tout faire en IA, certainement, mais ça n'a pas le même, voilà, ça n'a pas les mêmes effets. Et deuxième point, c'est que moi, ma vision, mais je pense qu'elle n'est pas aussi complète que celle des autres intervenants, c'est que l'IA, en fait, l'IA générative, j'entends, elle a du sens quand il y a un expert derrière, en fait, la personne qui demande à l'IA de générer du code, du texte, peu importe, est en capacité de cadrer, de vérifier, de valider ce qui lui a été généré par l'IA. Parce que c'est là que j'y trouve de la valeur personnellement. Et donc, c'est pas tout à fait le même usage que le low-code, no-code, où ça peut être quelqu'un qui a la connaissance métier, mais va se fier finalement à l'outil. Et ensuite, moi, pour finir, je pense que c'est l'IA générative, j'en pense pas que du bien, mais c'est peut-être inéluctable, donc on verra. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment est-ce qu'on s'organise, ou en tout cas on se projette pour que la dimension humaine qui est liée à l'édition de code, c'est-à-dire que le fait justement que des humains aujourd'hui tapent du code, elle ne se perde pas dans tout ce que l'IA va pouvoir générer. Et je pense qu'il va falloir donc, penser autre chose que le fonctionnement aujourd'hui, et de se dire dans quelle mesure certains acteurs vont pouvoir prendre ce rôle de vérifier le code qui est partagé. Alors, soit c'est une société qui prendra cette mission, cette responsabilité pour plein d'autres, et c'est ce qu'elle vendra, soit un ensemble d'acteurs, des utilisateurs finaux certainement, qui vont ensemble mutualiser ce besoin de valider ce qu'ils vont utiliser chez eux. Et donc de penser l'organisation humaine derrière la production via l'IA générative. Voilà, merci, très utile. Merci beaucoup pour cette table ronde. Maintenant, on laisse le temps aux questions. Donc, aux personnes qui nous suivent en ligne ou les personnes de la salle, je ne sais pas si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Quelqu'un vient proposer, je vois qu'il y a une question derrière. On va prendre un micro simplement. Génial. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir un deuxième micro? Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos interventions. Je me posais la question, en tant que créateur de SaaS, c'est une question un petit peu bateau, mais personne n'arrive à m'expliquer clairement pour que je comprenne les limites du no-code, low-code, que ça soit dans tout le processus de création du SaaS et aussi en cybersécurité. Est-ce que vous pouvez me les expliquer? Est-ce que quelqu'un, voilà. Alors, on peut faire une double réponse, hein, donc. allez. Alors du coup, ça fait quand même une question assez large. Enfin, j'ai pas trop envie de parler de la cybersécurité, peut-être, donc je te laisserai faire si tu veux. Mais sur la partie, sur les limites en termes de capacité, c'est ça? Voilà, pour la préciser, en fait, sur une application un petit peu complexe, parce qu'en no-code, low-code, on peut faire du display ou des choses assez simples, mais si on va dans des choses qui déclenchent des contrats, des assurances, des signatures ou même des localisations en temps réel, etc., moi, je m'y connais vraiment pour monsieur tout le monde, je m'y connais pas trop, mais est-ce qu'à un moment donné, il va forcément avoir du code, ou dans le futur, voilà, peut-être ouvrir, peut-être dans un an, est-ce qu'on pourrait se passer totalement du code et être en no-code? Du coup, je vais parler d'intégration. Je pense que c'est un peu la question historique de l'intégration, en fait. En fait, je pense que, alors, et puis pour rebondir aussi sur sur la question des IA génératives, ça fait pas la même chose. C'est clairement pas le même impact environnemental également. En fait, je pense que c'est comme pour tout. En fait, il faut utiliser les solutions de manière efficiente pour ce à quoi elles peuvent servir. En fait, quand on vient avec une solution de low-code, on vient avec un framework. Et c'est en fait l'approche habituelle du développement, quoi. Est-ce qu'on est très ouvert ou est-ce qu'on est très framework? Et si on est très framework, en fait, du coup, on accélère. On vient avec des contraintes qu'on accepte. Enfin, on essaie de les accepter. Et puis avec des limites, clairement. Donc du coup, en fait, il faut choisir déjà, je pense, une solution qui est adaptée en fait à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut produire. Et après, en fait, je pense que la réponse, comment dire, elle est dans le toolkit, quoi. En fait, comme n'importe quel artisan, en fait, on veut avoir un toolkit avec des outils qui permettent de dégrossir et d'autres qui permettent en fait d'affiner. Et donc du coup, c'est vrai que l'IA, parce que moi à la base, je suis quand même plutôt un techos, hein. J'ai appris à coder en assembleur et puis j'ai vécu tout le set de l'histoire de coder en assembleur sur des cartes à puce jusqu'à
développer du process métier en espérant y mettre le moins d'énergie possible. Et du coup, je me dis, en fait, face à un problème, si on peut me le dégrossir avec de la solution low-code, c'est déjà pas mal. Je vais peut-être pouvoir apporter un premier set de fonctionnalités. Puis après, s'il faut que je m'interface avec des choses beaucoup plus compliquées, il faut que je descende en granularité, à un moment donné, il faudra descendre aussi dans la complexité, quoi. Est-ce que Thibaut, tu veux compléter? Oui, je pense que la question, elle est aussi sur l'aspect de la pérennité de ce que tu veux développer. Je pense que c'est très bien pour accélérer au début, te faire une idée de ce que tu veux proposer, etc. Par contre, à un moment, tu risques d'être limité par le choix de ta solution low-code, no-code pour éditer ton SaaS. Et donc, du coup, mais de la même manière que tu aurais un choix, une limite parce que tu as choisi un framework de développement particulier ou ce genre de choses. En fait, c'est juste que tu déplaces le problème ailleurs, mais en fait, à un moment, quand tu choisis un outil pour accélérer ton développement, tu dois faire un trade-off et tu dois te dire, en fait, j'accepte telle ou telle contrainte et j'accepte telle ou telle limite. Donc, il y aura sans doute un moment où tu vas te dire, soit cet outil-là me fournit pas ce que j'ai besoin pour aller plus loin, et tes solutions, ça sera soit je vais commencer à écrire un petit peu de code, donc tu vas plutôt faire du low-code parce que tu vas écrire un petit peu de code au-delà de tout ce que tu as déjà fait en no-code. Soit tu vas te dire, en fait, je choisis un autre outil, par exemple, tu vois, ou je fais du développement à façon complètement. C'est à toi de voir. Est-ce que tu veux utiliser finalement cette opportunité pour valider ton idée, faire tes premières étapes, etc. Ou est-ce que tu veux vraiment vivre le truc jusqu'au bout? Et je pense que ça peut complètement marcher. Mais du coup, il faudra que tu fasses des choix sur les limites que tu as et faire des choix sur basculer peut-être sur un autre produit, à un moment, un autre éditeur ou ce genre de choses. Ouais. C'est vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux dire un mot juste sur la partie cybersécurité finalement. Oui. Sur les aspects cybersécurité, en fait, je pense que lors de la présentation précédente, ils ont abordé ce sujet-là de manière assez intéressante, je trouve, par l'aspect de la contractualisation, du marché, de la relation que tu peux avoir, etc. C'est pareil, en fait. Tu prends des solutions sur étagère. Tu prends une solution de low-code. En fait, elle vient avec des certificats, avec un niveau de sécurité, avec etc. Puis en fait, après, ça dépend ce que tu en fais, quoi. En fait, il faut que tu choisisses une solution qui est aussi adaptée en fonction de ce que tu vas mettre comme type de données dedans, etc. Et tu parlais tout à l'heure de certificats. Alors, je ne sais pas si tu parlais de signature électronique ou de services de sécurité qui soient sûrs d'un point de vue numérique, mais de la même façon, c'est pareil. Quand tu vas vouloir t'interfacer avec, ta solution, elle est capable de s'interfacer avec tout un écosystème de services de manière plus ou moins sécurisée. Elle répond à des contraintes, en fait. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'aurais peut-être une question pour vous. C'est comment est-ce que vous voyez le paysage du low-code, no-code dans 5 ans, par exemple? Parce que là, on voit, nous, en tout cas chez Numéum, en 2 ans, ça a déjà pas mal évolué en termes de maturité du marché. Et ça risque d'évoluer encore. Donc, Julien, par exemple. Je vais reparler d'IA du coup, parce qu'on on en parle tout le temps. Et nous, le prisme qu'on a de nos clients, encore une fois, c'est très limité, mais ils ont peur de l'IA en fait. Les industriels, en tout cas, ont peur que leurs données puissent être utilisées par tailleurs, etc. Et avec ChatGPT notamment, parce qu'on parle beaucoup de lui, c'est le cas. Et quand je dis qu'il y a un prix, c'est parce que nos clients ont choisi, entre autres, je pense Flexio, parce que nos données sont en France, c'est souverain, on a des systèmes de PRA, etc. Donc leurs données, ils savent qu'elles sont bien sécurisées chez nous. Mais en tout cas, voilà, on a des connecteurs qui permettent de faire de l'IA depuis déjà un moment, et il y a 3% de nos clients qui les utilisent. Donc, nous, en tant qu'éditeurs, on voit plutôt l'utilisation de l'IA pour aider sur la création, pour simplifier encore la création des applications. Aujourd'hui, comme on l'évoquait, on a des drag and drop, des choses pour créer des formulaires, pour créer des scénarios d'automatisation, des tableaux de bord, mais on va aller choisir son widget, le déplacer comme vous pouvez les créer dans Excel, par exemple. Et ce sur quoi on travaille et ce qu'on imagine faire dans les années qui viennent, c'est de pouvoir éventuellement utiliser l'IA pour aller encore plus vite là-dedans. Mais on est plutôt en attente du marché. On a fonctionné comme ça depuis une dizaine d'années, à créer des briques extrêmement simples qui fonctionnent toutes entre elles. Et donc, ça devient des briques complémentaires et d'attendre que ces besoins viennent vraiment des clients, du marché, pour pas passer du temps à créer des choses qui ne seront finalement pas utilisées derrière. Merci beaucoup, Jessica, Benjamin. Je ne sais pas si vous voulez sur ce panorama, dans les prochaines années, comment vous voyez les perspectives?
Je vois depuis qu'on a créé avec Ocaré l'évolution du no-code et l'appropriation du no-code chez nos clients. Au tout début, quand on parlait no-code, les clients ne réagissaient pas. Aujourd'hui, certains nous démarchent aussi en parlant no-code. Donc, je pense que on est au début en fait d'une tendance. Donc d'ici 5 ans, je pense que ça va être encore plus présent. D'ailleurs, on le voit avec ce type d'événement. Hein. Voilà, on était présent au premier événement il y a 3 ans. C'était pas du tout la même taille. Il y avait pas. Enfin voilà, on voit effectivement l'évolution de l'écosystème. Donc je pense que dans 5 ans, le no-code sera toujours très présent, sera beaucoup plus compris aussi. Et effectivement, l'IA va sûrement, je pense, accélérer les choses parce que c'est un sujet dont tout le monde s'empare aujourd'hui. Enfin, je vois l'IA sur tous les supports que je reçois, les newsletters. Enfin, c'est vraiment le sujet. Et effectivement, par l'IA, on arrive au no-code, l'automatisation, etc. Donc ouais, pour moi, le no-code a de très belles années devant lui. Super. Et toi, Benjamin? J'allais aller un peu dans le même sens, avec pas la même. Encore une fois, je suis moins légitime pour parler de tout ça, mais de ma vision et des personnes avec qui je peux travailler, ce que je vois, c'est que il y a encore beaucoup d'acteurs qui se sentent, je pense aux juristes, je pense à plein de gens de différents métiers, qui se sentent pas du tout à faire du no-code, low-code. Mais c'est plus parce que c'est pas dans leur formation. On rejoint les sujets tout à l'heure de sensibilisation. Aujourd'hui, je prends l'exemple des juristes, que c'est facile, je les connais très bien. Et bon, c'est très compliqué de demander à des juristes de développer même des solutions low-code, no-code. Et en revanche, l'IA a été assez bien introduit, notamment pas dans l'enseignement, mais en tout cas les étudiants qui arrivent le manipulent de plus en plus. Et peut-être que ça va faire du bien au low-code, no-code, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se former à la technique, ils sont en train de se rapprocher de ces sujets qu'on aborde du low-code, et notamment de l'intérêt du low-code, no-code. Et peut-être que du coup, ils en seront ils auront plus de facilité plus tard à s'en emparer dans leur métier. Parce qu'en revanche, je suis convaincu que le monde étant de plus en plus complexe, on peut énormément s'appuyer dessus pour faciliter le travail de tout un chacun. Donc c'est une porte d'entrée, l'IA est une porte d'entrée pour arriver ensuite au peut-être, low-code, je n'avais pas no-code. pensé comme ça, mais c'est juste que là, je suis en train de dire que peut-être ils ont fait un détour, mais ils vont y venir. Très bien. Thibaut, je te voyais, est-ce que tu veux éventuellement dire un mot Je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, on le voit, je pense que l'IA, c'est aussi un truc qui fait réaliser les gens qui faisaient des choses que tu pourrais appeler du no-code et du low-code. Parce que tu vois, tu dis par exemple, les juristes ou même, moi je vois beaucoup dans les entreprises, ce qu'on appelle les fonctions transverses, qui disent, bah non, mais en fait, moi je fais pas développement, je suis pas, ça me concerne pas, etc. En fait, si, parce que ces gens-là font déjà plein de trucs dans de l'Excel, ils ont fait plein de trucs avant dans du Microsoft Access. Ils ont fait plein de trucs avant dans plein d'autres choses qui étaient j'essaie de me faire un petit bout de quelque chose qui me simplifie mon boulot sans avoir la capacité de développer complètement un vrai logiciel. Et en fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que c'est déjà ce qu'ils faisaient un petit peu. Et l'IA, quelque part, les a un peu détendus par rapport à ce truc-là, parce qu'en fait, tu dis, bah, je vais juste demander à l'IA et puis ça va m'aider à faire mon boulot. Et en fait, ça, dans la tête des gens, ça les aide beaucoup plus à se projeter dans, ah bah en fait, je peux rendre mon travail plus simple, je peux automatiser des trucs, même si pour le pied dans la porte, c'est l'IA. Et en fait, après, tout doucement, ils vont vers plutôt du RPA, du no-code, du low-code ou ce genre de solutions, parce qu'ils se rendent compte que bah, peut-être l'IA, ça coûte cher et c'est pas le moyen le plus efficace de faire ce qu'ils voulaient faire, mais ça a été leur moyen d'accéder à ce monde-là, je trouve, de plus en plus. Et nous, d'ailleurs, en tant que SN et qu'éditeur, on voit de plus en plus de gens qui viennent nous voir après qu'on leur ait parlé d'IA ou parce qu'ils ont été beaucoup exposés à ça et qui se disent, ah, mais en fait, je pourrais faire des trucs comme ça. Donc l'IA est un allié, c'est ça la conclusion. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et d'y avoir assisté. Merci. Merci.